Bon, en 1678, bon, c'est facile à retenir, hein, 678, une personne a écrit Utensio Sigvis, ce qui veut dire telle tension, telle force. En fait, c'était la découverte, c'est plutôt une découverte, hein, de la loi de Monsieur Hooke en 1678. Alors, ici, le but de cette vidéo, ce n'est pas d'étudier les courbes d'élasticité, le domaine d'élasticité, le domaine de plasticité et le domaine de la rupture, etc., d'un matériau soumis à contraintes mécaniques. Bon, il y a différents types de contraintes, hein, extension, traction, traction qui est une extension, la compression, la flexion, la torsion, tralali, tralala. Mais en fait, ici, la loi de Hooke, je crois que c'est plutôt pour la traction. Et la traction, voilà, plus pour la traction. Quand je dis traction, c'est pas l'attraction, c'est traction. C'est des forces de traction. C'est une force en fait d'extension d'un matériau. Par exemple, si je prends un échantillon métallique, ben, je le tire et j'étudie son allongement, comment va évoluer son allongement, si, eh ben, c'est ce qu'a fait Monsieur Hooke. Justement, il a vu que il y avait un domaine qui était linéaire, c'est ce qu'on appelait le domaine élastique. Et ce domaine-là est très primordial pour la science. Euh, euh, dans ce domaine-là, ce qui a lieu à trait dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle des forces élastiques. Et donc, c'est très étudié pour modéliser certains aspects au niveau scientifique de certains systèmes. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails, mais j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, c'est ici que je vais un petit peu parler de cette fameuse, un petit peu cette loi de Hooke, mais adaptée au, comment est-ce qu'on appelle ça, au, au système de ressort. Bien sûr, de ressort linéaire. Voilà. Alors, supposons que j'ai un ressort à l'état d'équilibre. Je l'ai dessiné un peu trop grand. Un ressort qui n'est soumis à aucune force extérieure. Hein, il est soumis à aucune force extérieure, donc en fait, ce ressort a été fabriqué. Voilà. Ça, par exemple, c'est un support suspendu, enfin, c'est un support pour lequel le ressort vient se tenir, un support fixe. Bon, donc on suspend, je veux dire, un ressort comme ça, il n'y a rien qui se passe, fatalement. Mais maintenant, si je mets voilà, un ressort avec une masse, bon, là, vous allez constater directement que, qu'est-ce qu'on va avoir? Une variation de longueur qu'ici, je vais appeler delta x. Bien sûr, quand on étudie toujours, ici, on a une force qui va agir, c'est la force due au poids du corps pour lequel on a suspendu le corps sur le ressort. Voilà. Donc ici, on a un certain poids, et donc une certaine force que je vais appeler F. Bon, P, je peux l'appeler F, force. Voilà. Ça, c'est l'action. Voilà. À cette action, je ne sais pas si on voit. Voilà. À cette action, bien sûr, il y a la loi de la réaction de Newton. Je crois que c'est Newton, hein, c'est une des lois de Newton, action-réaction. Bon, et cette réaction, bien sûr, elle était justement, c'est une force opposée, donc elle est égale en direction, en sens et en direction, en valeur, mais de sens opposé. Voilà. Bon, sachez qu'il faut toujours fixer un axe. Ici, je mets mon axe X comme ceci, et voilà. Voilà, je mets un axe. Et je mettrai même le 0 à partir d'ici. L'origine est fixée à partir d'ici. Voilà, et je mettrai mon vecteur
I ici. Voilà. Et là, je peux lire, je veux dire, n'importe quelle valeur d'allongement. Bien sûr, il ne s'agit pas... précédemment, j'avais fait une vidéo concernant, je veux dire, je sais plus quoi, j'avais fait une vidéo concernant la chute libre. Là, bien sûr, l'unité était 1 mètre. Par contre, ici, l'unité, bon, ça sera pas... Les allongements seront en millimètres, hein, non pas en mètres. Hein. On n'a pas des allongements en mètres, ça sera en millimètres. Alors, voilà. Donc on pourra graduer ici. Le I sera, par exemple, 1 mm. Donc on aura 1 mm d'allongement, 1,2, 1,3, 2 mm, 3 mm, 4. Voilà. Donc on aura, par exemple, 4 mm, 4 fois ceci. Voilà. Donc la base ici, la base vectorielle est, la norme sera de 1, mais unité, mais 1 mm, exactement. Voilà, comme ça on pourra faire n'importe quel type de lecture, je veux dire, en fonction de f. Bon, maintenant, plus je vais mettre une force importante, et plus, bien sûr, vous avez compris que l'allongement va dépendre de la force pour laquelle va agir la masse sur l'extension du ressort. Voilà. Donc ici, à l'équilibre, comme je dis, le poids de la masse est annulé, bien sûr, par la force résistante développée par le ressort. Donc, cette force-ci vient équilibrer, on va dire, à l'équilibre, via une action égale réaction, le poids du cours. Voilà. Alors, bien sûr, plus la déformation sera grande, plus la force résistante, enfin, plus la force est importante, plus l'allongement sera important. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la force F est une fonction de l'allongement. Ou on va dire l'allongement dépend de la force. L'allongement dépend de la force. Mais on peut l'étudier de cette manière-là. Hein. On met une contrainte, et on regarde l'allongement par rapport à la contrainte. Voilà, c'est une manière de dire ça. Ou alors je peux dire ceci, c'est plutôt l'allongement est fonction de la force. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. L'allongement est fonction de la force. Voilà. Bon, une force est plutôt en newton, hein, hein. D'accord? Une force est en newton. Voilà. Donc l'allongement est fonction de la force qui est mise en jeu sur le ressort. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit que c'est toi de Hooke? En fait, elle dit que F est égal à moins Kx. Moins Kx. Moins Kx. Mais qu'est-ce que représente ce K? En fait, K est la constante de ressort de raideur du... K est la constante de raideur du ressort. C'est-à-dire que si je prends un ressort de voiture, ben, on voit bien que c'est fort raide. Il faut une très grande force pour avoir un petit allongement. Alors qu'un ressort de bic, bon, sa constante de ressort est très petite. Hein. Plus le K est petit ici, si K est petit ici, hein, si par exemple le K est grand, par exemple un ressort de suspension de voiture, c'est un K grand. Donc ça veut dire que si j'applique une petite force, hein, donc F sur K égale X. Bon. Si j'applique, le K est grand, hein, si j'applique, on va faire un exemple. Sur 2000 newtons, je mets un K de 2. Mais j'ai un allongement de 1000. Par contre, si je mets 4000, j'ai un allongement de 2000. Voilà. Contrairement, si je prends un K plus grand, je divise par 4, l'allongement, on voit qu'il est divisé par 2 par rapport à celui-là. Donc il vaudra 500. Et si je prends une force de 4000, divisé par 4, j'aurai 1000. Donc on voit que si la constante de raideur du ressort est d'autant plus grand, vous voyez que je suis passé d'un K de 2 à 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, proportionnellement parlant, ben,
Comme la constante de raideur est plus grande, mais l'allongement sera plus petit, fatalement. C'est plus raide, donc si je dois appliquer une plus grande force pour l'allonger, pour avoir plus d'allongement. Donc, plus la constante de raideur du ressort est importante, et plus on aura du mal à avoir il faudrait une force importante d'autant plus importante pour avoir un allongement associé. Voilà. Alors, cette loi est valable, bien sûr, pour des déformations peu importantes. Donc, c'est-à-dire quand on travaille dans la zone linéaire du diagramme de Hooke. Donc, en fait, les courbes ont plusieurs zones. Une zone d'élasticité, c'est-à-dire que, bon, pour des petites déformations, on est dans une zone linéaire, on a F égale moins KX, c'est-à-dire la loi de Hooke. Maintenant, si on continue à déformer le ressort au-delà de sa zone d'élasticité, on rentre dans sa zone de plasticité, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un ressort qui va garder une déformation permanente. Voilà. Et si on continue de tirer, ben, vous allez comprendre qu'on va aller vers une zone qu'on appelle la zone de rupture. C'est-à-dire qu'on va casser le ressort. Comme tout objet, quand on finit par le tirer très 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 fort avec des forces très importantes, si je prends ce marqueur-là, si je tire avec des machines de manière très très forte en traction, en traction, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le bic va se casser, il va finir par se casser. D'abord, il va avoir une zone plastique, élastique, bon, il va revenir à sa position initiale, voilà, mais après, il va augmenter, enfin, là, si on continue à tirer, là, on va avoir une déformation permanente, il va rester plus allongé, puis si on continue à tirer, il va finir par casser. Voilà. Donc, la zone de déformation élastique peut être définie comme une zone où on a un retour. C'est tout d'abord une zone linéaire, hein, ça c'est déjà une chose, et c'est un retour à sa position, on va dire. On peut avoir un retour à sa position initiale, voilà, sans déformation permanente. Voilà. Donc c'est une déformation élastique, on peut la tirer, elle peut revenir à sa position initiale, sans aucun problème. Et c'est le cas du ressort. Si j'enlève la masse, ben, je veux dire, le ressort revient à sa position d'équilibre tel qu'il était au départ. Donc, sans déformation et vraiment à la position où il était, sans. Quand je dis sans déformation, c'est-à-dire il n'est pas allongé. Il n'est pas allongé. Maintenant, je ne vais pas parler de rétrécissement. Quand est-ce qu'on peut avoir un rétrécissement? C'est quand on fait une forte compression au-delà d'une certaine zone. Là, on va avoir un rétrécissement. Mais là, on n'est pas en compression, mais on est en traction. Voilà, puisqu'il s'agit d'un ressort de traction. Voilà. Alors maintenant, F est égal à moins Kx. Si je veux évaluer l'énergie potentielle pour laquelle on a tiré ceci, ben en fait, il faut évaluer une force fois une distance, ça fait une énergie. Et ici, ce sera l'énergie potentielle du ressort, qui vaudra moins K x dx. Voilà, et ça, ce qui fait moins K x carré sur 2. Voilà. Voilà. Donc, kx carré, voilà. Ça, c'est l'énergie potentielle. Parce que c'est x exposant 1, c'est x carré sur 2, oui. Ce qui fait, bon, ici, l'énergie potentielle, je vais l'évaluer sans le signe, kx carré sur 2, ce qui fait 1 demi kx carré. Voilà l'énergie potentielle. Pour tirer, je veux dire, à l'aide d'une force F, une longueur donnée, pour une longueur donnée, valant X. Voilà. Donc, et ça, c'est la force. Ça, c'est l'énergie potentielle du ressort. Voilà. C'est le réservoir d'énergie que l'on a développé pour tirer la force F d'une distance donnée à une autre distance. Voilà. C'est cette énergie-là
que le ressort a développé. Bon, quand il est éthéré, bien sûr, par la masse. C'est la masse qui va étendre, c'est la masse qui va faire en sorte qu'il va détendre le ressort, et donc cette masse va apporter une certaine une force, développer une force, et donc une énergie pour tirer ce ressort. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, bon, euh, euh, une loi de déformation. C'est un exemple de loi de déformation et l'as élastique, qui est très important pour comprendre pas mal de choses, notamment les mouvements harmoniques. Parce qu'un mouvement harmonique est soumis à une force élastique. Et un mouvement harmonique, c'est un mouvement qui est perpétuel, hein, qui fait des allers-retours. Voilà. C'est le cas, par exemple, d'un ressort animé d'un mouvement de va-et-vient, mouvement harmonique, va-et-vient, et qui conserve, comment est-ce qu'on appelle ça, une énergie cyclique, sans perte d'énergie. D'ailleurs, c'est ce que je vais voir pour la vidéo suivante. Voilà, en fait, ici, c'est bien comment est-ce qu'on appelle ça, euh, une force élastique d'extension, suivant la loi de Hooke, valable dans un domaine qui est linéaire, qui est le domaine élastique, et donc c'est une force élastique. Voilà. Donc quand on parlera de force élastique, on sait bien qu'on est dans un domaine spécifique de l'élasticité. Et non, et l'élasticité, bien sûr, sont hors zone de la plasticité et hors zone de la zone de rupture. Voilà, c'est ça l'élasticité. Voilà. Voilà, je vous remercie.